Magasuba, il faut le rappeler, est spécialiste du droit du travail, du droit syndical également et du droit de la protection sociale. Avec lui, nous reviendrons sur le Code du travail de la République de Guinée qui régit les relations, vous le savez, entre les employeurs et les employés et qui définit un certain nombre de critères dans l'exercice, bien sûr, des différentes professions dans notre pays. Alors, Monsieur Magas, bonjour et bienvenue dans cette émission autour de la transition. Bonjour à tous et à toutes. Très bien. Alors, c'est votre premier passage, il faut le rappeler, sur les antennes de la télévision parlementaire. Quelles sont déjà vos impressions? Bon, mes impressions sont bonnes. Je suis passé plusieurs fois avec d'autres, certains de vos confrères Tout à fait. et consoeurs. Mais cette fois-ci, je suis vraiment impressionné de la qualité de la salle d'émission, le confort qui s'y prête. Et je suis très ravi d'être de nouveau parmi vous en cette phase de la transition dans notre pays. Très bien. Alors, M. Magasuba, on va commencer d'entrer cette émission notamment par voilà, un aperçu général qu'on pourrait avoir sur le Code du travail. Qu'est-ce que vous pouvez nous faire comprendre notamment de ce concept? Bon, en principe, le Code du travail a eu plusieurs changements de 56 jusqu'en 2014. En 56, c'était le premier code du travail. En 60, ça a été révisé. Et en plus, dès après le coup d'État de 84 du colonel Lansana Conté, ce code du travail de la Révolution a été révisé. Le code du travail de 1960, le 28 janvier 1988. Et le code du 28 janvier 1988 a été révisé aussi par décret du 10 janvier 2014 portant institution du nouveau code du travail dans notre pays. Et avec la venue de son excellence le général d'armée, chef suprême des armées, Mamadi Doumbouya, donc nous sommes en cours, le code est en cours de révision, donc pour la troisième fois. Je pense que cette fois-ci quand même, il faut saluer la rectification institutionnelle et la refondation de l'État. Le code actuel nous donne bon augure. Ça tient compte de tous les facteurs sociopolitiques, économiques de notre pays, même environnementaux. Dans cet aperçu, doyen, est-ce qu'on peut avoir un peu une idée des grands principes qui sous-tendent ce code du travail? Non, le code du travail, en principe, vous savez, c'est le tripartisme dans le code du travail. Il y a le gouvernement qui est représenté par les magistrats, bien qu'ils soient indépendants, mais c'est des fonctionnaires de l'État qui ont un statut particulier. Il y a les travailleurs qui sont concernés et les employeurs. Et avec les travailleurs, c'est les organisations syndicales représentatives qui sont concernées pour la défense des intérêts moraux, matériels et professionnels de la classe ouvrière, leurs syndiqués. Il y a aussi le patronat qui défend les intérêts des patrons. Oui. Donc, mais le tout est arbitré par la juridiction en charge du travail, qui est le tribunal du travail, qui est composé du président du tribunal du travail, 2 assesseurs employeurs et 2 assesseurs travailleurs. Ce sont la composition du tribunal du travail et en plus de ceci, ce sont ceux-là qui examinent et tranchent les litiges qui pourraient opposer éventuellement les travailleurs aux employeurs ou les employeurs aux travailleurs ou les organisations syndicales lors des élections des délégués syndicaux au sein des entités mixtes ou privées. Alors, tout à l'heure, dans vos explications, vous l'avez dit quand même, au fil des années, on a vu quand même que le Code de travail guinéen a connu quelques modifications. Alors, selon vous, quelles sont les évolutions majeures enregistrées et d'autres sens également, quelles ont été selon vous les raisons principales de ces évolutions? Vous savez, le monde est en perpétuel changement. Tout à fait. On évolue. Le monde est devenu un village planétaire. À ce titre, le général d'armée, son excellence Mamadi Doumbouya, chef suprême des armées, président du CNRD, président de la transition, a pris l'initiative de revoir ce code du travail. Parce qu'il y avait un élément important
qui manquait dans ce code du travail, qui est le Conseil national du dialogue social. Bien que cet élément était dans la loi 072 CNT du 10 janvier 2014, qui a été votée au temps d'Alpha, portant Code du travail en République de Guinée, il était annoncé en son article 515.9 que le ministre du Travail doit prendre un arrêté pour mettre fonctionnel le Conseil national du dialogue social. Mais très malheureusement, ça n'a pas été fait. C'est à partir du 5 septembre 2021, par l'entremise du président de la transition, président de la République, le chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya, qui a pris l'initiative de prendre le décret D-264-SGG du 31 mai 2022 portant organisation et fonctionnement du Conseil national du dialogue social. Donc aujourd'hui, le Conseil national du dialogue social est fonctionnel. Il a plusieurs missions, il a plusieurs attributions. Donc lui déjà, il a une attribution vraiment transversale parce que toute la législation sociale, toute la réglementation du travail, entendue par législation sociale, le code du travail, le code de la prévoyance sociale, le code de la sécurité sociale, la législation du travail, tout ce qui concerne les fonctionnaires, que ce soit décret, que ce soit loi, le tout doit transiter par l'intermédiaire de monsieur le ministre du Travail et de la fonction publique au niveau du Conseil national du dialogue social qui examine le bien fondé des dispositions prises. Est-ce que ces dispositions prises sont en corrélation directe avec les lois supranationales que la Guinée a ratifiées et puis le journal officiel de la République? Si tel est le cas, le président de cette institution prend une lettre, il élabore une lettre, il transmet au ministre du Travail et de la fonction publique qui, à son tour, transmet au premier ministre chef du gouvernement qui va présider le conseil interministériel du gouvernement. Après l'adoption au conseil ministériel du gouvernement, le premier ministre chef du gouvernement, à son tour, transmet au président de la République le conseil des ministres. Une fois que cette loi est déjà adoptée en conseil des ministres, il revient maintenant au secrétaire général du gouvernement de transmettre cette loi au conseil national de la transition pour que la loi soit votée. Mais ça ne s'arrête pas là. À partir du moment que la loi est votée au conseil, ça passe au niveau de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême qui vérifie la conformité à la Constitution, la conventionnalité de cette constitution guinéenne aux conventions supranationales, aux lois supranationales qu'on a ratifiées sous réserve de réciprocité. Une fois que ça c'est fait, la loi entre en vigueur. Mais la loi ne rentre pas en vigueur directement. Tant que la loi n'est pas publiée au journal officiel de la République, elle ne s'oppose à personne, elle ne s'impose à personne, conformément aux dispositions des dispositions combinées des articles 1 à 3 du Code civil, de la loi ordinaire portant Code civil en République de Guinée. Alors doyen, parlant du code, sous l'empire justement de ce code actuellement en vigueur en Guinée, est-ce qu'on peut avoir un peu une idée des obligations des employeurs par rapport aux conditions d'embauche, des traitements et des ruptures de contrat avec les employés? Je pense qu'ils ont fait un toilettage sérieux dans ce code. La rupture du contrat est conditionnée par certains principes. Quand vous prenez un contrat à durée déterminée, de 2 ans, il doit être écrit. Tout contrat qui n'est pas écrit est réputé d'être un contrat à durée indéterminée. Mais les conditions de rupture du contrat par rapport au code qui est en cours d'exécution sont vraiment favorables par rapport aux travailleurs. Parce que ce que vous ne comprenez pas, vous n'êtes pas sans savoir que le code du travail est beaucoup plus favorable aux travailleurs qu'aux employeurs. Parce que c'est deux forces illégales. Vous comprenez? Et pourtant, le tribunal, c'est la balance. Il faut mettre les deux au même niveau. Et pour mettre les deux au même niveau, il faut que les travailleurs soient au moins avantageux par rapport aux employeurs. Parce que les employeurs ont tous les moyens. Donc, en fonction de rupture, c'est encadré par certaines dispositions qui sont meilleures par le passé. Et la rupture du contrat à durée indéterminée aussi est encadrée. Et l'encadrement, là aussi, il y a des indemnités qu'on paye en cas de licenciement pour motif personnel ou en cas de licenciement pour motif économique non justifié. Il y a des indemnités qui reviennent de droit aux travailleurs. Ces indemnités aussi ont évolué.
Donc c'est quelque chose qu'il faut saluer. Très bien. Alors au niveau de la contractualisation, vous savez, très souvent, ça ne fait pas objet d'écriture de la part des deux parties. Et vous venez de dire que lorsque les deux parties ne signent pas directement un acte qui régularise ou bien qui codifie leur relation, peut tomber dans le cadre, bien sûr, d'un CDI. Oui, bien sûr. Est-ce qu'au bout de... Quel est le temps matériel que cela peut avoir pour revêtir le postulat de CDI? En principe, le contrat en matière de droit commun peut se prouver par tout moyen. Ça, c'est la règle générale. Ça, c'est une jurisprudence. Le contrat peut se prouver par tout moyen. Pourquoi le législateur l'a dit? Il y a des employeurs par tout moyen. Tout moyen, cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous pouvez recruter quelqu'un, vous ne donnez pas le bulletin de salaire. Mais à la fin de chaque, vous ne donnez pas le bulletin de salaire, vous ne donnez pas le contrat écrit. Donc, mais à la fin de chaque mois, vous payez. Le fait de le payer, cet argent, est un contrat. Ouais. Mais l'inconvénient de ce contrat, c'est que à la fin de ce contrat, l'employeur peut porter plainte contre vous pour utilisation abusive. Pourquoi? Pour la rupture abusive. Pourquoi? Parce que le Code du travail actuel, les articles 241.6 et suivants du Code en cours, oblige que l'employeur est obligé de délivrer le bulletin de salaire. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 facteurs qui concourent à l'obligation du bulletin de salaire. Non seulement il y a le salaire de base, sans lequel, qui est actuellement à 550. Ça, c'est le SMIC. Ça, c'est le SMIC. Ça, c'est le salaire de base. Donc, vous ne devez pas recruter quelqu'un par moins de 550 000. En dessous? En dessous de 550 000. Et en plus, il y a le salaire brut. Le salaire brut est composé du salaire de base et les accessoires. Et ensuite, le salaire net. Donc, c'est les 3. Si toutefois, l'employeur ne délivre pas le bulletin de salaire, l'employeur ne peut pas savoir quelle est l'évolution de son salaire. À ce titre, après la concrétisation du contrat, il peut se retourner contre l'employeur pour l'inobservation de la procédure portant la non-délivrance du bulletin de salaire qui est une obligation. Justement, à ce niveau, M. Magassa, à partir de quand? À partir du combienième des mois? Est-ce que c'est le 2e, le 3e? Non, ça dépend. Il y a des gens Est-ce qu'au bout d'un mois déjà, l'employé peut demander à ce qu'il soit régularisé? Non, demander des comptes vous pouvez demander la rupture anticipée. La rupture peut venir du travailleur comme ça peut venir de l'employeur. Quand ça vient du travailleur, il y a des frais à payer. Et quand ça vient aussi de l'employeur, il y a des frais à payer. Mais dans le cadre général, le contrat à durée déterminée, c'est de 2 ans. Minimum. C'est le 2 ans. Minimum, maximum. Au-delà de 2 ans, un jour, vous tombez directement dans les dispositions du contrat à durée indéterminée. Ouais. C'est pour cette raison, même si vous faites 3, 4 ou 10 contrats, la somme des 10 contrats ne doit pas dépasser les 2 ans. C'est obligatoire. Alors, parlant du Code de travail en Guinée, quels sont les 3 fondamentaux garantis des travailleurs garantis par le Code qui n'existaient pas avant, avec notamment tout ce qu'on a connu? Oui, merci beaucoup. La question là est très très pertinente, mais elle est très très intéressante. Pourquoi? Parce qu'actuellement, il y a le congé de maternité pour les hommes. Ouais. Ah, pour les hommes. mais bien sûr. Ça, c'est une information qu'on n'avait pas. Non. Ouais. C'est prévu. Congé de maternité. Pour les hommes. Expliquez-nous. Et congé de maternité pour les femmes. C'est-à-dire, parce que ce n'est pas seulement que la femme seulement qui va s'occuper du bébé. Ouais. L'homme aussi peut prendre. Mais pour l'homme, ce n'est pas rémunéré. Mais pour la femme, c'est rémunéré. Vous vous occupez des enfants au moment où madame a repris le travail. Mais en ce moment, le salaire est suspendu. Contrairement à madame, où quand elle prend ses congés de maternité, ça déjà, c'est garanti par la Caisse nationale de sécurité sociale. Ça, c'est un premier droit. Oui, l'autre aspect par rapport à ce point que vous abordez, oui. On a vu le cas de la Côte d'Ivoire tout récemment, le congé de maternité est passé de 3 à 6 mois pour les femmes. Oui. Est-ce que au niveau nous aussi, nous avons évolué, mais je me réserve de dire, parce que je suis l'un des membres du comité de révision en ma qualité d'expert. D'accord. Donc, ça a évolué. À part est-ce qu'il y a d'autres droits? Non, il y a d'autres droits. Le moment venu, on vous tiendra au courant. Mais pour le moment, je me garde, je n'ai pas eu l'autorisation de dévoiler
D'accord, d'accord. Maintenant, en plus de ça, le congé de paternité, non seulement il y a le congé de maternité, il y a le congé de paternité. En plus du congé de paternité, il y a le télétravail. Okay. Quand il y a grève, tout de suite, il y a les manifestations. Vous êtes à la maison. Vous êtes avec votre ordinateur qui est à la maison. Le patron a besoin d'une information, mais vous faites les SMS, vous le donnez, vous envoyez par WhatsApp. Vous réglez la situation avant que vous ne soyez dans le service. Ouais. Ça, c'est le deuxième facteur. Le troisième facteur de ce code, c'est que les indemnités ont évolué du 28 janvier 1988, lors de la première révision du code de travail avec le pluralisme syndical et le pluralisme politique. Jusqu'à date, ces indemnités n'ont jamais évolué. Quand vous prenez par exemple l'indemnité pour vice de procédure, 3 mois de salaire brut. Quand vous prenez l'indemnité de licenciement injustifié, 6 mois de salaire brut. Quand vous prenez l'indemnité de congé en fonction de la catégorie des travailleurs, il y a les cadres qui est pour 3 mois, les cadres assimilés 3 mois, les agents d'encadrement ou les chefs de service, c'est 2 mois, le personnel de service, c'est 1 mois. Vous comprenez? Mais ce délai aussi a évolué. Ces paramètres ont évolué. D'accord. Ensuite, là où il y a l'évolution aussi, c'est la protection des délégués syndicaux et des délégués du personnel, qui sont là pour la défense des intérêts moraux, matériels, professionnels et financiers de la classe ouvrière. Ça aussi, vraiment, il y a une évolution dans ce cadre-là. Mais le moment venu, vous serez informé par la voie la plus officielle. Bien. Très bien. Oui, allez-y, Mohamed Bari. Alors, l'autre question également, c'est notamment parlant de contrat de travail, notamment, qui est en œuvre également en relation l'employeur également et l'employé. Quelles sont les différentes réformes, notamment du contrat en Guinée, dans le cadre également du nouveau code, qui garantit un peu le fonctionnement de cette relation parfois qui est assujettie à des violations des droits des uns et des autres? Non, il y aura tout le temps des violations des droits des uns et des autres. Il faut connaître son droit et ses obligations. Mais on a tendance souvent à oublier ses obligations par rapport au droit. On ne peut pas réclamer le droit sans pour autant satisfaire les obligations contractuelles qui vous lient entre vous et votre patron. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le travailleur a l'obligation de subordination vis-à-vis du patron. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans notre pays? C'est que les syndicats pensent que le patron est un adversaire. Ah oui, c'est alors, oui. Et pourtant, c'est le contraire. Le patron est un partenaire privilégié. Sans lui, il n'y a pas de travail. Sans travail aussi, il n'y a pas de travail. Donc, tous, que ce soit patronat ou syndicat, ils ont tous intérêt à ce que le climat ne soit pas délétère dans une entreprise. Parce que ça va jouer non seulement sur le chiffre d'affaires, et ça va jouer aussi sur les réclamations que les organisations syndicales tentent de faire avancer. C'est pourquoi tous les deux ont l'intérêt à ce que le climat soit délétère. Mais à ce que je vous informe aujourd'hui, le contrat est bien encadré. Justement, tant du côté des travailleurs que du côté des employeurs. Oui, sous l'empire de ce code actuellement en vigueur, comment ça se règle en cas de conflit entre les deux, entre employeurs et employés, quand on parle de conciliation, de médiation ou de grève? Bon, en principe, quand il y a un problème qui se pose, parce qu'il faut faire la part des choses. À quand l'inspection du travail doit intervenir? À quand elle ne doit pas intervenir? Okay. L'inspection du travail n'intervient pas lorsque le conflit oppose travailleurs et employeurs. La saisine de l'inspection est une faculté, ce n'est pas une obligation. L'inspection peut inviter l'une des parties peut ne pas venir. Elle saisit directement le tribunal en charge du travail. Donc, ce n'est pas une obligation. Mais au contraire, quand un délégué syndical, un élu syndical, a des soucis avec l'employeur, qu'il a commis une faute ou pas, vous avez l'obligation de demander l'autorisation à l'inspecteur du travail de ressort pour prendre des mesures disciplinaires contre lui. Et l'inspecteur du travail de ressort aussi a 1 mois pour examiner cette demande de licenciement du salarié, si c'est un délégué du personnel.
Et une fois que ce licenciement s'est accordé, le salarié aussi a 8 jours pour interjeter appel contre cette décision devant l'inspecteur général du travail. Et l'inspecteur général du travail aussi a 8 jours pour donner son avis favorable ou défavorable. Et la loi ne lui impose pas le droit de justifier sa décision. Une fois que ça c'est fait, il accorde le licenciement, le délégué syndical est licencié. Mais le dernier recours maintenant, c'est le tribunal du travail. C'est lui qui va statuer maintenant le bien fondé de l'autorisation du licenciement du délégué syndical. Est-ce que ces droits de licenciement sont conformes aux dispositions du Code du travail? Parce qu'il y a des dispositions dans le Code du travail qui encadrent cette procédure qu'on appelle protection des délégués syndicaux. Il y a des règles. Quand vous n'adressez pas le courrier dans les 72 heures qui suivent, il faut lui donner d'abord une mise à pied. Après la mise à pied, vous transmettez cette lettre à monsieur l'inspecteur du travail de ressort dans les 48 heures. Au-delà des 48 heures, vous êtes forclos. Donc c'est pour cette raison, les inspecteurs du travail doivent apprendre beaucoup plus leur outil, qui est le Code du travail et les conventions, les recommandations, les traités et les accords que la Guinée a ratifiés avec l'Organisation internationale du travail depuis le 21 janvier 1950. Alors, je voudrais avoir votre avis sur la notion syndicale en Guinée, parce que on a vu récemment dans l'histoire politique de la Guinée, les syndicalistes étaient presque transformés en des partis politiques au-delà de leur ressort, appelés même parfois au blocus du travail, journée ville morte, et même des manifestations. De votre regard d'expert, comment est-ce que vous voyez le fonctionnement de la notion de syndicalisme en Guinée? Vous savez, l'État a l'obligation, aujourd'hui je le dis à travers la radio parlementaire de l'État, la voix du peuple, pour faire les états généraux du syndicat guinéen. Comme on a fait les états généraux des partis politiques, l'État doit prendre à bras le corps de revoir la structure des organisations syndicales guinéennes. Beaucoup de structures syndicales sont là et ne sont pas légales. Mais pour ça, ce n'est pas la faute des syndicats, ce n'est pas la faute de l'État, mais la faute incombe à l'inspection du travail. Parce que c'est l'inspection du travail à 4 attributions que l'Organisation internationale du travail lui a conférées dans la Convention 81 portant la création de l'inspection, portant sur l'inspection du travail. Donc les 4 attributions, les 4 attributions sont l'inspection, un inspecteur du travail a le pouvoir de décision. Cela veut dire qu'il peut donner une lettre d'avertissement à un syndicat récalcitrant, il peut donner une lettre d'avertissement à un patron récalcitrant, il peut donner des lettres de mise en demeure. Vous comprenez? Mais si vous ne faites pas ça, surtout les dérapages là, qui ont été, qu'on a connus depuis belle lurette, et en plus de ça, ils ont un pouvoir de contrôle. Et ce pouvoir de contrôle incombe aux inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail de veiller à l'application stricte de la législation du travail, des conventions internationales ratifiées par la République de Guinée, les accords, les pactes, les chartes. Vous comprenez? Et les traités. Donc, il est là pour ça. Il est là aussi. Maintenant, 3e attribution, il est là comme un conseiller. C'est un conseil des partis, des partenaires sociaux. Qui entend partenaires sociaux, c'est les organisations de travail et les organisations syndicales. L'inspection est là pour leur donner des conseils. Comment gérer l'entité, comment se comporter vis-à-vis des travailleurs, comment se comporter vis-à-vis de son patron en cas de crise. Mais ça, c'est conseil. Maintenant, la dernière attribution, ça, c'est le rôle de la conciliation. Et cette conciliation est une faculté, ce n'est pas une obligation. Voici les 4 attributions qui incombent aux organisations syndicales. Sur le fonctionnement notamment des structures syndicales en Guinée, comment est-ce que vous regardez tout ça? Je crois que M. Magas vient de répondre oui, il y a une partie qui m'intéresse. Il y a une partie qui m'intéresse là-dessus parce que non, vous savez, on ne fait pas, à ma foi, bon, je ne suis pas spécialiste, mais certaines structures syndicales ne font pas la différence entre la marge qu'ils ont vis-à-vis du Code du travail et la marge qu'ils ont en dehors du Code du travail. Tu fais bien de poser la question. Vous savez, tout ça, parce que le contrôleur qui est là, qui est l'inspection du travail, n'interpelle pas les gens, ne surveille pas les gens.
Parce que ne rappelle pas les réfractaires. Non, ne rappelle pas. Ne rappelle pas les syndicalistes et les syndiqués qui font en violation. Parce que quelqu'un qui veut faire une grève, par exemple, la grève est structurée. Quand vous devez faire une grève, vous devez faire une plateforme revendicative. Ça, c'est le et premier cette palier. plateforme revendicative n'est pas déposée par la délégation syndicale qui sont dans l'entreprise, par la fédération, mais au contraire par la confédération à laquelle cette structure, cette cellule de base est affiliée. Ça, Okay. Vous comprenez? Mais en Guinée, ici, c'est celui qui, à la chose au radio parlementaire, le syndicat dépose directement le préavis au président. C'est une infraction qui peut aller jusqu'à l'emprisonnement du syndicat. Il suffit de le condamner à 1 mois ou bien à 2 mois de prison assortie de sursis. Il perd son droit civique, il n'est plus syndicaliste. Il faut faire attention. C'est ça. Oui. C'est un détail intéressant. Non, mais oui. Donc il faut toujours passer par par ta confédération, la centrale à laquelle vous êtes affilié. Ouais. C'est un sacerdoce. C'est la centrale qui dépose. C'est la centrale qui dépose, je le dis. Et je le maintiens. C'est l'organisation syndicale représentative qui doit déposer un préavis. Une plateforme revendicative. Est-ce qu'il y a une disposition? Il y a une disposition pour ça. Du code bien sûr. Ok, très bien. Bien sûr. Les dispositions, c'est l'article 431.1 et suivant du Code du travail. Le conflit collectif, la grève. C'est ça. Visez ça, vous allez voir. Très bien. Alors, est-ce que ce code prend en compte l'aspect de protection sociale? Parce que on sait les relations entre patron et employé. Il peut arriver qu'il y ait des accidents de travail. Il peut arriver que le travailleur tombe malade. Et ainsi de suite. Non. Comment le code définit ces relations-là avec le patron? Tous ces aspects ont été régularisés cette fois-ci. Parce que le code en cours, présentement, ne s'occupe pas bien de ça. C'est le code de la sécurité sociale qui s'occupe de ça, la protection sociale. Et on est en train de réviser le code de la protection, le code de la sécurité sociale. Nous sommes en train de le réviser aussi. Le code de la prévoyance sociale, nous sommes en train de le réviser. Tout ça, ça prend compte de la dimension sociale des travailleurs. Vous comprenez? Par rapport au code qui est en cours. Donc, maintenant, une fois que le syndicat représentatif, notamment la confédération, dépose la plateforme et dépose le préavis, l'employeur a 10 jours. L'employeur a 10 jours pour répondre. Mais quand il dépose, il a l'obligation d'informer l'inspection du travail de ressort. Qui a cette obligation? La centrale ou sûr, le patron? La centrale a l'obligation, même si c'est le patron. Le patron aussi peut aller en grève. C'est ça. Donc, le patronat révise et dépose le préavis à l'inspection. Le syndicat aussi dépose, le syndicat représentatif dépose à l'inspection. Le préavis est de 10 jours. Mais les 10 jours-là commencent quand? C'est à compter de la signification du préavis à l'inspecteur du travail du ressort. Et ce préavis, comment on le compte? Il faut savoir le compter aussi. Ok. C'est les jours ouvrables. Ah bon? Ah oui. Les jours ouvrables, 10 jours. Si parmi ces jours, il y a un dimanche, ou un samedi, ou bien un jour férié, ça ne compte pas. Comme ce qui s'est passé là, les 2 jours là, lundi, mardi. Oui. Si le préavis était là, ils ne prennent pas ça en compte. S'ils vont en grève en respectant ces 2 jours fériés, ils seront dans l'illégalité. Ils s'exposent à la grève illicite. Et ça, c'est l'article 431.7 du Code du travail. Donc, ils tombent directement dans l'infraction pénale. Parce que là, maintenant, c'est le détail que l'inspection je regrette, l'inspection ne veille pas au respect. Ou bien, quand les syndicalistes sont en grève, vous voyez des syndicalistes qui font le tour des entreprises pour voir si c'est fermé ou pas. Mais est-ce qu'il y a pas justement à ce niveau, parce qu'il y a, je crois bien, il y a la question du service minimum. Même lorsqu'il y a grève, la machine ne doit pas s'arrêter. Bien sûr, quand il y a grève, que ce soit dans le code qui est en cours de révision et le code qui est actuel, le service minimum est obligatoire. Quiconque ne fait pas le service minimum obligatoire, l'employeur a le plein droit de te licencier sans indemnité.
Alors, tout à l'heure, vous expliquiez un peu ça. la procédure de déclenchement d'une Bien sûr. grève. Oui. Vous étiez à l'étape du dépôt au niveau C'est de ça. l'inspection générale Quand vous et déposez, le timing. Mais pendant ce temps, Quelle est la suite du processus vous à avez ce niveau-là? l'obligation de négocier. L'obligation De négocier. s'impose aux deux Aux deux parties parties de négocier. avant le dépôt de... avant le déclenchement de la grève. Avant le déclenchement, même si la grève est déclenchée aussi, vous avez l'obligation de continuer la négociation. Mais parce que très Et le souvent, ministre- on entend parler de préalable, de C'est préalable. ce que j'ai dit. Maintenant, le ministre fait, une fois que la grève est déclenchée, le ministre prend un arrêté pour mettre une commission ad hoc. C'est-à-dire cette commission ad hoc peut être un haut cadre de l'État, comme l'inspecteur général du travail, pour regrouper les deux parties afin de continuer à négocier. N'importe quel parti qui ne vient pas à cette invitation de monsieur le ministre du Travail et de la fonction publique tombe sous le coup de l'infraction pénale. C'est ça. Donc c'est pour cette raison c'est encadré. La grève est encadrée. Mais il y a une différence entre la grève licite et la grève sauvage. Quelle est la différence? Et la grève illicite et la grève sauvage. La grève sauvage en matière de droit syndical, c'est quoi? C'est toute grève qui est déclenchée par la cellule de base sans en être informée l'organisation syndicale représentative. Okay. Elle est sauvage, mais elle n'est pas illicite. La grève illicite, c'est cette grève qui ne respecte pas les procédures. C'est-à-dire que le préavis n'est pas déposé, le jour de préavis n'est pas respecté. N'est pas respecté. Là, en ce moment, ça, c'est une infraction pénale. Alors, donc ça, c'est donc le syndicat, en tout cas les auteurs du déclenchement doivent de la faire grève l'objet de sanctions pénales. De sanctions pénales. Okay. Alors, parlant de ce code en cours, parce que quand on parle de révision, c'est que forcément il y a l'existant. Et puis il y a un grand défi, et où il y a des défis auxquels notamment le code actuel n'arrive pas à répondre. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut savoir notamment de ces grands défis-là qui ont suscité, qui ont motivé cette révision qui est en cours? Vous savez, la révision du code qui est en cours, il y a la commission consultative du travail et des lois sociales qui n'a jamais existé, qui n'a jamais travaillé. Oui, quel est son rôle? La commission consultative du travail et des lois sociales est l'élément qui vote, qui adopte toutes les décisions en matière sociale. Quand il y a un service d'abord, il y a une direction d'abord qui fait la conception, l'élaboration. C'est la Direction nationale du travail et de loi sociale, du ministère du Travail et de la fonction publique qui fait la conception. Quand une loi doit être faite, par exemple, c'est cette direction qui est la maîtresse. C'est elle qui fait la conception, élabore. Sa mission s'arrête là. Une fois que cette loi est élaborée, elle transmet cette loi à la commission consultative du travail et des lois sociales qui regroupe la tripartite. Il y a le gouvernement, il y a le patronat et le syndicat et d'autres entités publiques ou privées qui adoptent la loi. Ça n'existait pas, mais ça, c'est maintenant effectif. Une fois que cette loi est adoptée, elle passe obligatoirement devant le Conseil national de dialogue social, qui est une entité tripartite qui examine les tenants et les aboutissants. Une fois que le Conseil national de dialogue social examine et transmet au ministre du Travail, aucune autre, ni la Direction nationale du travail, ni la Commission consultative du travail et des lois sociales, doivent examiner à nouveau cette loi. Elle doit être transmise par l'intermédiaire du ministre du Travail et de la fonction publique au chef du gouvernement. Après leur adoption, la même loi est prise déposée au niveau du Conseil des ministres qui est présidé par le président de la République. C'est après ça maintenant le truc retourne au secrétariat général du gouvernement qui transmet au CNT pour son adoption. Une fois que c'est transmis, la Cour constitutionnelle aussi, la Cour constitutionnelle de la Cour suprême, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême donne maintenant son avis de conformité à la Constitution ou son avis de conventionnalité. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les traités et accords ratifiés dès leur publication ont une autorité supérieure par rapport à nos lois sous réserve de réciprocité. Donc la Chambre constitutionnelle est là pour veiller ce respect-là, avant que la loi ne soit publiée au journal officiel de la République. Une fois que c'est publié au journal officiel de la République, donc elle s'oppose à tout le monde.
Oui, mais en tant qu'expert, qu'est-ce qui explique un peu ce caractère inclusif dans le processus d'élaboration de ces lois? Non, vous savez, il faut qu'il y ait la transparence, il faut qu'il y ait la traçabilité. S'il n'y a pas d'inclusivité, il y aura des failles. Si toutefois, en amont, tout le monde n'est pas... Parce qu'une loi, en principe, c'est le consensus qu'on doit avoir, qu'on arrive. L'idéal, c'est le consensus. Mais s'il n'y a pas de consensus, mais quand même que la procédure qui sous-tend l'élaboration de la loi jusqu'à la finalité soit respectée. C'est pour cette raison qu'on veut parler de l'inclusivité. Okay. Si l'un ne voit pas les erreurs, l'autre doit pouvoir voir ses erreurs, parce que c'est la tripartite. Oui. Il y a tout le temps les trois parties qui sont là. Quel que soit une des parties peut déceler certaines anomalies que l'autre n'a pas vues. Bien, alors selon vous, quelles seraient les perspectives d'évolution du Code de travail guinéen dans les années à venir pour mieux s'adapter également aux réalités économiques et sociales du pays? Vous savez, le Code du travail, c'est une loi sociale. Et le social est mouvant. Ouais. Le social va avec les contingences économiques, politiques et environnementales. Donc, on a le code actuel est fait à l'image de cette évolution, de la mondialisation et de la globalisation. Vous voyez déjà? Donc, c'est une perspective. Ce n'est pas une fin en soi pour le moment, mais vraiment, il y a quand même beaucoup d'évolution, beaucoup de protection, beaucoup d'ouverture dans ce code qui est en cours de révision que par rapport à l'ancien code. Parce que réellement, les indemnités, c'est ce qui nous intéresse, nous les syndicalistes, c'est les indemnités. Quand vous licenciez quelqu'un qui a fait 20 ans, 25 ans, il a fait 20 ans, il va avec 10 millions, 20 millions. Ah oui, c'est dérisoire. C'est dérisoire. Vous comprenez? Mais c'est une manière aussi de freiner certains patrons qui licencient des gens de façon abusive et illégitime parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils ont les moyens de licencier. Et le Code du travail ici le nouveau Code du travail met la responsabilité du tribunal en charge du travail. Ça garantit le droit, non seulement du patronat, mais aussi des travailleurs. Parce qu'il faut que cet équilibre-là soit respecté. Si cet équilibre n'est pas respecté dans le Code, ça ne peut pas aller. Tout à fait. C'est ça. Oui, on parle de SMIC oui. pour les fonctionnaires de l'État, mais on entend aussi parler de convention collective. Est-ce qu'à ces deux niveaux, il peut y avoir de réactualisation, puisque vous avez estimé d'ailleurs que le code est dynamique? Oui, le code est dynamique. Vous savez, le code du travail, c'est pour deux secteurs. Le secteur mixte et le secteur privé. Et la loi portant les agents de l'État, ça c'est la fonction publique. Maintenant, c'est dans le code du travail, on peut parler de SMIC. On peut parler de convention collective aussi. De l'autre côté aussi, on peut parler de SMIC. Mais il faut négocier. Mais il est beaucoup plus cohérent, pertinent, de négocier les conventions collectives. Parce que les conventions collectives donnent beaucoup plus d'avantages qu'aux lois. Ouais. Parce que une loi, le Code du travail, par exemple, peut donner tout de suite que quand vous avez négocié le salaire, le minimum, le salaire minimum, le SMIC à 550. Vous comprenez? C'est la loi. Mais si dans les conventions collectives ou bien dans les accords d'établissement interne, le syndicat parvenait à négocier avec son patron que le SMIC de 550 passe à 1 million, c'est cette convention collective-là qui s'impose à la loi. Oui. Vous voyez la différence? Donc, un syndicat responsable doit se battre pour toujours faire des conventions collectives, des accords d'établissement et d'autres pour faire évoluer le droit des travailleurs. Mais si vous figez seulement à la loi, ça ne marchera pas. C'est pour cette raison qu'on instaure les conventions collectives, les conventions d'établissement, les accords maison et autres. Dans le Code du travail, il n'y a pas de 13e mois. Quand vous prenez aujourd'hui la Fédération syndicale des banques et assurances et des microfinances que le président de l'USTG, Ablaye Sow, dirige, secrétaire général, il y a les 14e mois maintenant qu'on paye. Ah oui, 14e mois.
Ça, c'est... Mais ça n'existe pas dans le Code du travail. Ouais. Mais puisqu'il y Maintenant, de l'autre côté, au niveau de la fonction publique, ils sont en train de se battre, les organes syndicales, pour qu'il y ait 13e mois aussi au niveau du service public. Oui, Donc, ça c'est important. Tout ça, c'est des évolutions du monde du travail. C'est des initiatives qu'il faut C'est des initiatives qu'il faut encourager. Ouais. Très bien. Maintenant, mais de l'autre côté, les travailleurs aussi, les syndicats aussi doivent se montrer flexibles. Ok. La flexibilité en matière du droit syndical est un sacerdoce. La grève, c'est la dernière étape. C'est la dernière étape. C'est pour cette raison, vous n'êtes pas sans savoir que par les 13 centrales syndicales, il y a au moins plus de 95% qui ont signé la trêve sociale. Ouais. Cette trêve sociale, c'est pour permettre qu'il ait une vie digne, qu'il y ait un développement harmonieux, qu'il y ait moins de pagaille dans le pays. Parce que l'argent a peur du bruit. Si on dit par exemple 5 ans, il n'y a pas de grève dans le pays, ça peut permettre aux autorités d'évoluer, de faire des bénéfices, des profits. Pas seulement les autorités, les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires, oui. Le patronat. Oui. Tout à fait. Et de l'autre côté, ils ont l'obligation aussi de faire face aux obligations vis-à-vis de leur travail. Oui. Parce que quand vous faites un bénéfice, il faut qu'il y ait le retour. Et quand il y a grève, il y a une commission qui est là tout de suite pour qu'on ouvre automatiquement le dialogue. Automatiquement. Et l'institution qui se charge de ce dialogue, c'est le Conseil national du dialogue social. Donc tout est prévu. Très bien. Alors en tout cas, monsieur